Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un thème, mais d'un homme. Je vous propose en effet de découvrir un grand témoin. Il est dominicain, il a passé 45 ans à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, il est archéologue et il a fouillé aussi bien à Suse en Iran qu'à Gaza, à Amman en Jordanie et en Israël. Il connaît la Terre Sainte comme sa poche et il a été le témoin de toute l'histoire d'Israël depuis la guerre du Kippour. Il va donc nous livrer ses réflexions sur l'archéologie, sur le sens d'une vie religieuse dévolue à la recherche et peut-être aussi sur le sens de continuer à faire de la recherche dans une région en proie à de nombreuses convulsions. Frère Jean-Baptiste Humbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, donc je l'ai dit, dominicain, vous êtes archéologue. Alors, on va peut-être commencer par une question un peu naïve. Comment est-ce qu'on devient dominicain et comment est-ce qu'on devient dominicain archéologue ? D'où ça vous a pris, cette histoire ? Comment on devient dominicain ? On m'a posé la question 100 fois. Oui. Et je n'ai jamais su répondre. C'est-à-dire que je me suis laissé porter par une espèce de courant qui me menait là où je devais être. Donc je suis devenu dominicain, je dirais presque par accident, mais par une volonté quelque part qui était inéluctable. Et alors comment... Donc le destin et la providence. Donc le destin et la providence. Oui. Et comment est-ce qu'une fois qu'on est dominicain, on devient archéologue ? Ça, c'est une question beaucoup plus facile à répondre, à laquelle on peut répondre. C'est-à-dire que je n'ai pas été un étudiant dominicain très spéculatif. Et les professeurs qui étaient responsables de nous et de notre orientation étaient un peu, pas inquiets, mais ils ne savaient pas trop quoi faire de moi. Donc j'ai terminé mon cursus d'une manière un peu difficile, un peu bancale, je reconnais, ça ne m'avait pas extrêmement intéressé. À un moment donné, avant la dispersion, le maître des étudiants me demande de venir et me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» etc. « Où est-ce qu'on peut t'envoyer ?» Je dis « Non, je ne sais pas. Envoyez-moi où il faut être, là où il y a besoin, etc. » Et puis, il me dit « Eh bien, dans ce cas, alors, allez voir à l'école biblique de Jérusalem. Ils font de l'archéologie, c'est dominicain. Vous allez voir, ça vous plaît pas. Vous leur plaisez, vous ne leur plaisez pas. Et finalement, on fait le bilan et on verra. » Alors, je suis parti et finalement, je suis resté. Peut-être un point sur cette école archéologique biblique de Jérusalem. Ça a été fondé quand et ça sert à quoi, en fait ? C'est une question peut-être naïve, mais... C'est une institution finalement très originale. Oui, tout à fait. Très originale parce que, d'abord, premier point, elle est ancienne. Elle est ancienne, l'intuition vient des années 1880. Et l'école est fondée en 1890, donc c'est tôt. Je précise que pour l'histoire, c'est l'Empire ottoman. Donc, dans l'Empire ottoman, et grâce à un certain nombre de complicités ou de chances qui sont passées et qui ont été saisies, l'école a été fondée en 1890 par un type qui avait du génie, Lagrange. On ne va pas insister sur Lagrange, mais ça vaudrait la peine de faire une interview complète sur Lagrange. On prendra rendez-vous. Oui, cette école biblique a commencé très modestement, en nombre, surtout sans budget, sans bâtiment, enfin, d'une manière un peu héroïque. Mais dès le départ, Lagrange a imposé l'excellence. C'est tout à fait extraordinaire de voir qu'un type comme Lagrange a récupéré de jeunes dominicains, 18 ans, 20 ans, 22 ans, il les a récupérés, il les a formés. Il les a formés à toutes ces disciplines, Ancien Testament, Nouveau Testament, les langues anciennes, l'exégèse, l'histoire, etc. Donc, il y a eu la première génération de l'école biblique qui a été très forte. Très forte, et c'est ce qui finalement a imposé l'école biblique, malgré des vagues extrêmement difficiles à franchir, mais la première génération a percé. La deuxième génération, disons des années 30 aux années 60, du XXe siècle, a été autre chose.
formée un peu aussi par la maison, mais quand même déjà plus ouverte sur l'extérieur. On voyageait mieux. Et la troisième génération à laquelle j'appartiens, c'est 1970 ou 60-70, jusqu'à aujourd'hui, ou hier, disons. Parce que maintenant, nous entamons une quatrième génération. Et justement, quelle est la quatrième génération? Avant de dire la quatrième génération... Vous voudriez dire quelle est la troisième? Oui, non, je dirais... J'ai oublié de dire que l'école biblique, c'est une espèce d'articulation entre enseignement et recherche. Mais je dirais que l'aspect recherche vient d'abord parce que l'enseignement dépend de la recherche qui a été faite. Donc on donne aux étudiants, aux chercheurs qui viennent, jeunes, qui se forment, on leur donne l'occasion de, pas forcément d'acquérir des choses extraordinaires ou nouvelles ou prétentieuses, non, mais l'aptitude à chercher, à creuser. Alors bon, on revient à l'archéologie, mais c'est métaphorique. Il faut essayer de creuser les textes, creuser l'histoire, creuser les langues, creuser. Après, advienne que pourra. Alors la quatrième génération, bon, pour répondre, c'est ce qui a beaucoup changé alors à l'école biblique, c'est que nous sommes passés d'une école française, un peu franchouillarde peut-être, fière de l'être, et on est passé à un monde désormais cosmopolite. Le corps professoral, il y a 20 professeurs aujourd'hui, ou 20 enseignants. Bon, il y a 12 nations différentes. C'est plutôt bien ou vous regrettez le temps franchouillard? Non, on ne regrette rien parce qu'il faut aller de l'avant. Mais le problème, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est un problème difficile, délicat, sensible. Au moins, moi je le vois comme très sensible. D'autres n'y voient pas d'obstacle ou d'inconvénient, mais c'est de passer à l'anglais. Alors, passer à l'anglais, c'est peut-être dommage pour le français, mais enfin, disons, les langues évoluent, le monde évolue, peut-être que l'anglais va être la coïnée aujourd'hui, obligatoire. Oui, absolument. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, l'anglais, j'aime bien l'anglais, mais avec l'anglais, et surtout l'anglo-américain, on a un autre mode de pensée, on entre dans d'autres processus. Et je dirais, pour la recherche, peut-être la recherche en général, le monde anglo-saxon, pour faire simple et large, mais ne cherche pas les mêmes choses que nous, et certainement pas avec les mêmes méthodes. Et c'est ça qui me déstabilise. Eh bien, c'est parfait parce qu'on va pouvoir directement entrer dans la question de l'archéologie biblique. On va entendre alors justement le père Lagrange, alors avec la voix de Michel Dargent, notre comédien. Dans les années 20, c'est un discours inaugural de la Palestine Oriental Society. Donc c'est une société de travail archéologique, voilà. Et il trace une sorte de portrait de l'archéologie. On écoute le père Lagrange. Que faisons-nous? Nous offrons vraiment un spectacle étrange. L'Europe, l'Asie, le monde entier vient d'être en proie à la plus effroyable tourmente que l'histoire ait connue. Le sol tremble encore. À la guerre entre les nations succède le malaise, sinon partout la lutte ouverte entre les classes. Il se forme des comités pour assurer le bon ordre, pour essayer de pourvoir au pain quotidien. On se demande si l'humanité pourra vivre dans des conditions économiques nouvelles. Tous les regards se portent anxieux vers l'avenir. Et nous voilà réunis pour traiter de menus problèmes qui ont à peine intéressé le passé, pour discuter du sens des mots et des règles de la grammaire, nous occuper de la géographie ancienne, des fleurs des champs, des vieilles mélopées, des lettres gravées sur les rochers de la Palestine. En vérité, je crains qu'on ne nous reproche de jouer à la poupée dans un monde adulte, inquiet de ses destinées et que des problèmes plus urgents préoccupent. Alors, frère Jean-Baptiste Humbert, c'est ça être archéologue? C'est jouer à la poupée dans un monde adulte? La formule de Lagrange est presque irrévérencieuse. Oh, très. Oui. Très. J'en ai une autre. Moi, sans avoir connu celle de Lagrange, moi je dis que nous sommes dans un monde de fous, nous sommes des chasseurs de papillons, on court dans la campagne avec un filet à papillons. Et donc il y a dans l'archéologie, il y a un aspect de
de naïveté, d'irresponsabilité. Il a raison. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Finalement, quel est le but de tant d'énergie, de tant de travaux, de tant de tracas? Il faut traverser tout ça pour quoi? Donc l'archéologie est une des disciplines que Lagrange a beaucoup aimées. Il a beaucoup poussé, et s'il n'y a pas eu des fouilles comme on l'attendrait aujourd'hui, on dit pourquoi Lagrange n'a pas fouillé? D'une part, parce que à son époque, quand il a commencé l'archéologie de terrain, commençait seulement, oui, on l'a oublié. Oui. Et ensuite, il n'avait pas d'argent pour faire des fouilles. Donc, avec le père Vincent, avec le père Abel, Lagrange, qui s'est beaucoup intéressé à l'archéologie, ils ont fait, et puis le Jossin Savignac, ils ont fait plus que de l'archéologie. Et ils ont fait de l'orientalisme, qui englobe tout. Je préfère la formule école orientaliste à école archéologique. Mais enfin, l'adjectif est fixé, donc laissons-le. Mais c'est plutôt orientalisme, avec les langues. Oui. L'archéologie n'est qu'un des départements de cet orientalisme. Et d'ailleurs, c'est très frappant dans les commentaires du père Lagrange, c'est qu'il y a toutes les pages une petite notation sur de la botanique, sur la manière dont les bédouins qu'il a devant sa fenêtre mettent le bas sur les chameaux, des choses comme ça. C'est vivant, c'est vivant. Mais il voulait comprendre le pays qui, théoriquement, avait produit la Bible. Oui. C'est comprendre ce pays, pas devenir habitant du pays, mais comprendre ce pays. Et je crois qu'il avait raison, parce que si on ne regarde la Bible, et il y en a qui le font, uniquement à travers des lunettes protestantes finlandaises ou suédoises, le message passe, du moins nous l'espérons, mais quand même le contexte est quand même complètement édulcoré ou faux. Il faut faire attention. Oui. Lorsque vous êtes arrivé à l'école biblique, où en était l'archéologie? Vous avez dit à l'époque de Lagrange, donc c'est le début du XXe siècle, on en est à tout début des fouilles en fait. Oui. Lorsque vous arrivez dans les années 70, on en est où? C'est quoi être archéologue à cette époque-là? C'est faire des trous? Oui, non, c'est une bonne question, mais très, très vaste, oui. Difficile de répondre. Si on essaie de schématiser, l'archéologie était devenue, à l'école biblique, un peu le fief ou le monopole du père de Vaux. Oui. Qui est une grande figure. Celui qui a fouillé Qumran. Pour remettre une grande figure, il a fouillé Qumran, il a fouillé d'autres sites, et puis il a critiqué ou réinterprété les fouilles des autres, donc c'est un homme qui a marqué, était vraiment respecté. Donc il meurt, moi, quand j'arrive. Pas de chance. Je l'ai connu 2 ans, mais il meurt quand j'arrive. Et sa mort n'était pas attendue, ça a été très soudain. Tout le monde a été d'abord surpris, mais inquiet. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment peut-on continuer? Après un personnage aussi présent, aussi massif, aussi percutant que le père de Vaux, comment peut-on continuer? Alors, l'école biblique s'est partagée en deux. Certains ont dit, on arrête. À ce point-là? C'est-à-dire que le jour où le père de Vaux est mort, vous savez, c'est comme on dit ça de certains sages, l'archéologie est morte avec lui. Comment peut-on, j'ai révérencieux, mais enfin, comment peut-on succéder à la reine Victoria? C'est ça, oui. Alors, il y avait d'autres dominicains qui s'intéressaient à l'archéologie. Le Jean Prignot, qui est mort l'année dernière, qui a essayé de prendre le relais. On a travaillé... Alors, lui a recommencé des fouilles. Avec l'ombre du père de Vaux, qui, quand on a commencé les fouilles, n'était pas encore mort. Il lance la fouille avec ce dominicain plus jeune, et on fait une campagne en 71, et le père de Vaux meurt en septembre 71, après l'été.
Donc l'orphelinat, si je peux dire, arrive à ce moment-là. Donc ce dominicain qui était formé en archéologie avec la grande papesse de l'archéologie orientale qui était Miss Kenyon, Dame Kathleen Kenyon à l'époque, était donc bien formé et tout, mais il n'avait pas la santé. En 1974, et il doit rentrer à Paris. Donc me voilà à peine formé, seul, avec le fardeau. Alors ça a été un peu difficile pour moi, je ne vais pas insister, mais j'ai dû convaincre. Et ça m'a pris des années, ça m'a pris peut-être 20 ans pour essayer de convaincre. Évidemment, il fallait, en continuant ma formation, il fallait diriger des fouilles comme un maître, que je n'étais pas encore. Oui. Que j'ai peut-être jamais été, mais enfin, peu importe, j'ai acquis quand même une forme d'expérience. Oui. Donc, les débuts ont été très difficiles. Donc, la troisième période de l'école biblique, donc la mienne, a été quand même très complexe, avec des hauts et des bas. Et je dois dire, l'un de mes principaux obstacles à franchir, c'est que j'ai travaillé 35 ans sans budget. Le seul budget que j'avais, c'était les petites sommes accordées par le ministère des Affaires étrangères pour la fouille, et la fouille seulement. Donc tout ce qui est publication, tout ce qui est étude des... publications étaient c'est vous, quoi, à ma charge, à la charge de l'école, sans budget. Et là, si on n'a pas de budget, on ne peut pas inviter de jeunes chercheurs ou des chercheurs mieux formés, mais pour nous aider. Moi, j'ai dû faire l'homme orchestre pendant 30 ans. Bon, on me l'a reproché, c'est peut-être vrai, mais au moins, peut-être la seule vertu vraie que j'ai eue, c'est d'avoir tenu. Lorsque vous arrivez sur un site, qu'est-ce que vous faites ? Expliquez un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une sorte de vision très romantique de l'archéologie, dans lequel un peu sur le modèle de l'archéologie égyptienne, on ouvre un tombeau et hop, tout est déjà... C'est pas du tout comme ça. Alors, bon, là, il faut dire tout de suite, oui, c'est intéressant à dire, l'archéologie pour nous, on ne cherche rien comme objet. Oui. On ne cherche pas les objets. C'est très important ce que vous dites. Comme disait mon prédécesseur, justement, qui était bien formé, disait les fouilles, c'est bien tant qu'on ne trouve rien. Si on trouve quelque chose, alors les difficultés arrivent, et c'est vrai. Donc, on ne cherche pas d'objets, parce que les objets sont souvent en très mauvais état, et comment les honorer, comment les sortir, comment les préserver, tout ça est très complexe. Je n'entre pas dans le sujet. Mais nous ne cherchons pas vraiment les objets. L'archéologie, ce n'est pas une course au trésor. L'archéologie, c'est une idée qui débouche sur un programme, qui débouche sur un projet. Il y a l'idée, le départ, par exemple, je prends l'exemple justement de ce dominicain avec lequel j'ai commencé. Son idée, c'était quelle est l'influence du monde grec sur l'âge du fer premier, donc avant l'an 1000. Donc théoriquement, on pouvait hésiter à cette époque-là, y a-t-il déjà une Bible écrite ou non, mais enfin, on sait que non. Oui. Mais enfin, peu importe quelle est l'influence hellénique, grecque, sur la Palestine, qui va donner l'Israël ancien. C'est important, parce que, juste pour que les téléspectateurs comprennent, donc l'an 1000, c'est, on va dire, la période de David, et on a une sorte de vision très romantique de l'histoire sainte, dans lequel il y aurait une sorte de monde clos, dans lequel très sémite, dans lequel tout se serait fait, et tout aurait incubé d'une certaine façon, alors que, en fait, les influences sont permanentes et pourquoi pas de... Oui, ça me permet une remarque. Vous avez utilisé tout à l'heure l'expression archéologie biblique que nous n'utilisons plus. Oui, absolument. Nous n'utilisons plus. Pourquoi ? Parce que c'est le danger. Vous parlez de David, l'époque de David, l'an 1000, ou un peu après l'an 1000, l'époque de David. Alors l'archéologie biblique, qui a fonctionné beaucoup, a cherché... Les spécificités bibliques, c'est ça ? À toucher David, à toucher au moins le contexte de David. Or, en fait, aujourd'hui, je sais qu'on ne touche rien. Oui. Où on ne touche que l'extérieur. Mais le noyau qui était attendu n'est pas venu.
Donc l'archéologie C'est-à-dire, biblique... ça aurait été le tombeau de David, ça aurait Oui, été... oui, c'est enfin, ça. il Alors, existe, mais bon, on voit ça aurait toutes été ces nouvelles fracassantes qui font le tour du Voilà. monde sur le net en une journée. En fait, il faut faire très très attention. Et là, j'aime bien préciser, et vous me donnez l'occasion, l'archéologie biblique est une archéologie confessionnelle. Oui. Et c'est l'archéologie, bon, on touche le vif du sujet, c'est Oui, l'archéologie on y va. que les fidèles attendent. Oui. Or, en fait, si on est honnête, on ne peut pas répondre à la demande des fidèles. Il faut faire, non pas une archéologie confessionnelle, mais une archéologie scientifique, neutre. Après, si les religions, si les hommes de religion, si les exégètes, si les historiens veulent utiliser nos résultats, qu'ils le fassent. Ils peuvent. Mais l'archéologue lui-même n'a pas le droit de déboucher directement. On ne peut pas faire d'archéologie confessionnelle. Même si la question peut venir de la Bible? Pour vous, c'est... Surtout si elle vient de la Bible. Oui. Là, si vous voulez, alors on entre dans les ressorts de cette archéologie. D'abord, bon, on parle d'archéologie, mais il ne faut pas être dupe. Hein. L'archéologie seule n'existe pas. Elle a toujours un pied pris dans le piège de l'histoire. Oui. Elle a toujours l'autre pied pris dans le piège de l'exégèse biblique. Mm-hmm. Bon, moi, je viens de dire qu'il faut faire une archéologie neutre, mais on n'oublie jamais qu'on est en Terre Sainte. Oui. On est en Terre Sainte. Les idées qui peuvent nous conduire ne sont pas des idées qu'on pourrait appliquer d'une manière uniforme au Vietnam, au Mexique, à l'Ouganda. Non, les idées viennent de ce que nous sommes sur le sentier biblique. Et là, le cordon ombilical reste tendu. D'accord. Mais comment faire? Et c'est difficile. Il faut faire très attention de ne pas faire une archéologie de la piété ou de piété. Qui voudrait confirmer des choses, par exemple, ou qui, découvrant quelque chose qui dérange la doxa... C'est là où c'est assez difficile, parce que l'archéologie biblique, elle a existé. L'archéologie biblique est née vers 1880-90, quand ils ont commencé les fouilles. Ils attendaient de trouver les grands palais de David Salomon, comment trouver les palais de Khorsabad, etc., ou de Carchemish. Donc les gens attendaient un décor extraordinaire à la hauteur de ce que la Bible avait raconté. Oui. Mais le grand problème qui se pose à l'archéologie, si l'archéologue a toujours le pied droit pris dans le piège à loup de l'histoire, mais c'est que de la Bible, on ne connaît pas vraiment la chronologie. Oui, tout à fait. On a une chronologie dans la Bible qui est une chronologie théologique, mais ce n'est pas une chronologie historique. Alors c'est tout le débat archéologie-histoire. Avec des textes qui ont été écrits bien après, en réalité. Oui, qui après, reconstruisent une partie on des ne choses. sait pas. Alors, oui. Effectivement, l'archéologie peut, je ne suis pas dupe, il faut faire une archéologie neutre, mais ensuite peut-être essayer de déboucher. Alors, on débouche où? On débouche peut-être dans un contexte qui peut soudain éclairer telle et telle partie de la Bible. Donc, on revient à notre première question. Votre prédécesseur sur la fouille voulait voir l'influence du monde grec sur le monde... Oui, ça c'est l'idée. Le alors, qu'est-ce qu'on fait là, une fois qu'on est là? C'était les séries de poteries qui viennent de Chypre. C'est austère. Et de Mycène. Donc, ces importations permettaient effectivement, parce qu'elles étaient bien datées par les Suédois, donc ça permettait d'entrer dans le premier âge du fer par les poteries importées. Vous voulez dire, si on trouve une poterie en Terre Sainte mycénienne, ça veut dire qu'il y a des contacts. C'est ça. Oui, il y a des contacts, mais surtout, ça donne une date. Et surtout, ça donne une date. Parce qu'à cette époque-là, on n'a pas les monnaies pour dater. Oui, tout à fait. Donc, oui. Donc, les poteries, les Suédois ont pu se tromper, mais en général, ils ont fait de très, très bons travaux. Et on s'appuyait beaucoup, parce que maintenant, alors, on a foncé sur le carbone 14. Qui en fait, en gros, corrobore le travaux des années 20, des années 30. Les gens ne se sont pas trop trompés sur la chronologie. Ils se seraient trompés, l'archéologie biblique s'est trompée justement en partant du principe que David et Salomon, les textes qui parlaient d'eux étaient très très proches d'eux, dans le temps. Oui. Or, c'est là où ça s'est distendu et que
on ne peut pas faire une archéologie historique appliquée à David et Salomon. Oui, c'est tout à fait. complètement illusoire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une hypothèse? On creuse au hasard ou au On contraire? cherche des poteries, comme je dis. Donc, on creuse pour trouver les poteries. On creuse et on trouve les poteries. Oui. Et alors, une fois qu'on a trouvé les poteries, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y jusqu'au bout, bah parce oui, que vous bah savez, oui, bon, tout le monde ne sait pas ce qui se passe après. L'archéologie est un travail considérable, c'est-à-dire de cette fouille, j'ai dû trier 10 mètres cubes de tessons. Oui. 10 mètres cubes. Ce qui suppose qu'avec un fragment gros comme ça, vous puissiez reconstruire l'amphore. C'est pas ça, mais il faut trouver les bons tessons. D'abord, il faut trouver le tesson, Bon, et puis après, il faut en jeter 98%. Et savoir que Donc, ce bout-là, oui. ça signifie... Donc, voilà. Alors, ensuite, il y a un résidu. On peut... Une fouille de 10 ans, bon, on peut publier 2000 tessons. C'est à peu près raisonnable. On peut en publier plus. Comme les travaux sont longs et que le monde moderne est pressé, aujourd'hui, on aurait tendance à en publier moins. Mais en gros, une fouille de 10 ans, on peut publier 2000 tessons. Là aussi, pour des raisons un peu, pour expliquer un peu comment ça se passe, et peut-être aussi désarmer certaines critiques où on dit ils ont fouillé et puis les résultats traînent. Je pense par exemple à Qumran, où on disait qu'on n'avait pas publié assez vite. Combien de temps on met pour publier? Une fois que vous avez fouillé, mettons, pendant une saison, le résultat de cette saison, vous mettez combien de temps pour le publier? Oui, mais on ne peut pas penser comme ça. Parce qu'au bout d'une saison, on commence une fouille. En une saison, on fait un rapport préliminaire qui sera irrémédiablement corrigé par les campagnes suivantes. Donc c'est pour informer, c'est une information, pas plus. Non, et le problème d'une fouille, c'est comment s'arrêter. Oui, comment s'arrêter, c'est-à-dire à quel moment on peut dire, là je peux faire une synthèse qui va être intéressante. Alors on a toujours tendance, parce que c'est jamais complet, on a toujours tendance à dire je veux une campagne de plus pour vérifier ce point-là. Alors, bon, de temps en temps on y arrive, on a les fonds, on refait cette campagne supplémentaire. On n'a pas la réponse attendue, mais on a d'autres questions. Donc c'est sans fin. À un moment donné, il faut décider, on s'arrête. Et à ce moment-là, alors, on publie les arguments de la synthèse qu'on va avancer, et puis on fait la synthèse de ce qu'on a fait. Et alors les gens vont lire, les gens vont dire ils sont trompés, c'est pas ça, ou c'est ça, ou bravo, etc. Donc ensuite on livre le produit comme dans un supermarché, et les gens viennent acheter les tomates, quoi. Alors peut-être pour montrer un peu la diversité de ce que vous avez fait, un petit rappel, vous avez fouillé Suse, la ville de Suse en Iran. Hein. Oui. Vous avez fouillé aussi Tel Kaysan, je crois que c'est en Jordanie. Non, c'est en Israël, à côté de Saint-Jean d'Acre. C'est Khirbet as-Samra qui est à... Khirbet Samra, dans le nord de la Jordanie. Vous avez republié en fait les résultats des fouilles du père de Vaux sur Qumran. J'ai pas tout à fait fini. Et vous n'avez toujours pas fini. Et vous avez des fouilles qui datent des années 50. Donc c'est aussi là l'importance de la temporalité. Et vous fouillez depuis 95 à Gaza. C'est des terrains de fouilles semblables ou c'est des terrains de fouilles complètement différents? J'ai fait des fouilles de sauvetage à Jérusalem. Oui. Est-ce que c'est toujours le même site finalement et toujours la même fouille, ou au contraire c'est complètement différent à chaque fois? Oui, c'est-à-dire l'archéologie est un sport complexe, hein, parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Si vous fouillez de la préhistoire, si vous fouillez des périodes historiques, si vous fouillez on peut fouiller la période mamelouk ou ottomane, etc. Donc on n'aborde pas le sujet de la même manière. Mais ensuite, ce que peut-être le spectateur des télévisions ou des cinémas ne comprenne pas très bien, c'est que, moi je dis, chaque archéologie, par pays, est aussi autonome que la langue. Oui. C'est-à-dire, je fouille en Palestine, c'est difficile pour moi d'aller fouiller en Égypte, parce que je ne connais pas la langue, et bon, je peux l'apprendre, mais je ne l'ai pas apprise. Donc, il faut faire très attention. On ne fouille pas à Chypre comme on fouille en Égypte, comme on fouille en Iran, comme on fouille au Kazakhstan, etc.
Hein, La différence, c'est quoi? Comme on fouille en Europe. C'est les techniques de fouille, c'est le rapport avec les gens avec qui on fouille, ou c'est tout simplement le site qui impose la technique de fouille? C'est le site qui a son caractère. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, je fouille donc l'hôtel Kizan près de Saint-Jean d'Acre, Oui. donc ce fameux programme d'influence hellénique. On s'est intéressé au monde grec, etc. C'est un site ancien avec les couches. On passe en Jordanie où on attaque un petit village romain. Ça n'a Oui. plus rien à voir. Oui. Ensuite, je quitte le village romain, je passe dans la ville d'à côté où je fouille. Je crois atteindre une énorme forteresse du fer qui me plaisait beaucoup, mais je trouve dedans un palais omeyyade. Donc on passe au 8e siècle, 9e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, je repasse à la citadelle d'Amman. Je trouve un palais néo-assyrien du 8e siècle avant. Donc, Oui, parce que dans ces cas-là, vous publiez tout. Ce sont des paysages complètement différents. Vous publiez tout. Vous ne dites pas la forteresse omeyyade ne m'intéresse pas, je ne la publie pas. Ah bah oui, non, vous publiez tout. Donc vous devenez un peu spécialiste aussi de l'archéologie omeyyade. Vous êtes obligé de savoir ce que... Aujourd'hui, comme le temps passe, au 19e siècle, au début 20e siècle, en gros, surtout les Anglais publiaient tout. Le chef, le patron de la fouille, le directeur publiait tout. Aujourd'hui, on ne peut plus entrer dans tous ces domaines si différents les uns des autres. Une littérature énorme sur l'archéologie aujourd'hui au Proche-Orient. On ne peut pas tout lire. Donc, il faut un peu d'humilité. Si nous n'avons pas le talent ou la compétence pour traiter tel ou tel sujet, on fait appel. Bien sûr. On demande à telle personne, tiens, est-ce que ça vous intéresse de traiter la poterie mamelouk? Oui. Pour le moment, je cherche des spécialistes justement pour le mobilier omeyyade. L'appel, vous pouvez toujours le faire. Il y a des casseroles, il y a des bronzes, il y a des ivoires. Bon, je ne peux pas me lancer là-dedans. D'abord, je n'ai pas le temps et je ne suis pas compétent. Je pourrais le faire, mais ce serait trop court. Pas la peine d'investir là-dedans si le résultat n'est pas à la hauteur du mobilier qu'on offre. Un site qui fascine toujours, c'est Gaza. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour aller fouiller à Gaza? Ça rejoint un peu ce que disait le père Lagrange. Gaza, c'est quand même l'endroit où les bouleversements de ce siècle sont les plus importants dans la géopolitique. Et vous allez gratouiller dans la bande de Gaza. Oui, l'archéologie est aussi liée un peu aux politiques. C'est là où je veux vous emmener. Oui. Donc c'est intéressant pour moi, le destin me talonnait. Donc j'étais sur la citadelle d'Amman avec quelques difficultés, c'est-à-dire que c'était après la guerre de 90-91, la première guerre du Golfe, où les Américains voulaient se refaire une réputation en Jordanie, puisque la Jordanie était dans le clan adverse. Donc la Jordanie devient un peu américaine, et l'archéologie devient américaine, et on me dit, c'est bien, vous fouillez sur la citadelle d'Amman, la capitale, ancienne et moderne, c'est très bien, mais maintenant, c'est américain. Donc, allez voir ailleurs. Alors, comme je disais, les Américains ne vont pas par 4 chemins. On m'a dit, on a payé assez cher pour être tout seul. D'accord, c'est ce qu'on vous a dit. Alors, j'ai pris ma petite valise et puis je suis rentré en disant je vais me consacrer à la publication d'autres sujets, d'autres fouilles. Et puis la diplomatie française à Jérusalem me dit en 93, il y a une poignée de main entre Israël et la Palestine, la paix arrive, la paix est là, nous voulons que la France soit la première nation à faire une coopération avec la Palestine. Alors l'archéologie, c'est très facile à faire, dit-il, c'est très facile à décider, à démarrer, il n'y a pas besoin de beaucoup de fonds, on vous donne une somme pour les ouvriers, mais vous partez avec une brouette et une petite cuillère, puis faites des fouilles. Donc alors, effectivement, ça tombait bien, c'est là où j'ai dit, le destin me talonnait, la Jordanie s'effondre et Gaza s'ouvre. On m'a presque obligé à ouvrir Gaza pour des raisons politiques. Et j'étais heureux de le faire. J'étais heureux de le faire parce que ma sympathie pour la Palestine n'est pas douteuse et j'étais heureux justement d'aider la Palestine à démarrer dans l'archéologie de terrain. Moi, je n'étais pas le seul.
il y avait créé sur le coup une organisation des jeunes, entre guillemets, archéologues étrangers en Terre Sainte. Je crois la première réunion, nous étions 55 ou 60. Alors, ça a été d'abord une grande bataille. Les grands sites de la Palestine, qui va se les arracher? C'est pour qui paye mieux, etc. Alors, moi, j'étais un peu désarçonné. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que personne ne demande Gaza, qui avait mauvaise réputation. Oui. J'ai dit, je prends Gaza. Et alors, vous trouvez quelque chose, là aussi, Oui, pour montrer... je dirais qu'en 20 ans, j'étais à peu près tout seul. Et vous trouvez une basilique Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, c'est-à-dire que Gaza avait été un peu à l'écart des préoccupations de l'archéologie biblique, Oui. parce que Gaza n'est pas très biblique. À part Samson, il n'y a pas grand-chose qui se passe si David va chercher les filles à Gaza, mais pas plus. Donc, Gaza est en dehors du dossier et avait été très peu fouillé. Un peu méprisé, oui. Délaissé. Donc, j'ai dit, c'est là où il faut aller. Bon, c'était un bon choix. Parce que l'archéologie en Palestine, le démarrage a été très difficile. Même chose, pas de budget. Et puis, on marchait sur des œufs, parce que, et on comprend bien pourquoi, les Palestiniens disaient, attendez, c'est de l'archéologie palestinienne, vous venez nous aider, merci, c'est bien, mais vous ne venez pas en néocolonialiste. Les chefs, c'est nous. On a dit, mais je vous en prie, on attendait, etc. Mais, alors, ils avaient beaucoup d'autorité, ou ils voulaient avoir beaucoup d'autorité, mais ils ne savaient pas très bien comment faire parce qu'ils n'avaient pas l'expérience. Oui. Donc, alors, il fallait toujours, avec beaucoup d'humilité, essayer de les convaincre. Donc ça a été très difficile. Eh bien, les fouilles dans les territoires de la Palestine ont été très difficiles, et à Gaza, très difficiles aussi. Oui. Mais en contrepartie, alors c'était bien, parce qu'on m'a dit, et puis là, non, j'ai oublié de dire, vous dites, on trouve une basilique. C'est pas vrai. Mais le potentiel de Gaza était préservé à 95%. C'est ça. Et on trouve c'est un des plus riches de la Palestine. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. C'est un territoire extraordinaire. Oui. Et puis, c'est pas ça, mais la Palestine, à l'école de Lagrange, je fais une différence. Donc, j'ai appris à tâter le terrain, le climat. Bon, il y a deux Palestines. Il y a la Palestine de la montagne, où c'est les montagnards, ils sont lourds et lents, sans beaucoup d'humour. Et puis, il y a la Palestine de la côte, qui a été frottée du commerce maritime pendant des siècles, des millénaires. Donc, c'est une autre Palestine. Et Gaza, c'est une population joyeuse, dynamique, pleine d'humour. J'ai beaucoup aimé Gaza. Et les gens de Gaza sont absolument merveilleux. Donc, là, de ce côté-là, c'était une fouille très agréable. Très agréable. On a fouillé en plein cœur du camp de réfugiés, alors qu'en Iran, les enfants détruisaient tout. Dans le camp de réfugiés, des enfants, il y en avait. À Gaza, j'ai jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Les gens venaient regarder la fouille en disant, qu'est-ce que vous trouvez, etc. Ah bon, comment vous saviez que c'était là-dessous? Nous, on vit là depuis 3 générations, et vous venez, vous faites un trou et vous trouvez ce que vous cherchez. Voilà, bon, alors on explique. Et les gens étaient bienveillants. Les gens étaient bienveillants et c'était très sympathique. Bon, il y a eu des difficultés parce qu'en 2007, donc, la bande de Gaza se ferme complètement. Le Hamas prend le pouvoir. Et personnellement, je n'ai jamais eu de difficulté avec le Hamas, parce que les gens sont d'une sévérité avec le Hamas, parce qu'on obéit à des objectifs ou des injonctions politiques. Mais en fait, en gros, les gens, les fonctionnaires de Gaza avec lesquels nous avions travaillé étaient Ramallah OLP, puis sont devenus Hamas par obligation. Oui. Donc ce sont les mêmes avec une étiquette différente. Donc pour moi, quand je suis revenu du côté Gaza-Hamas, j'ai retrouvé les mêmes visages. Mais évidemment, alors c'est l'Occident, c'est la France, c'est l'Amérique, c'est l'Europe, c'est la France qui nous ont dit, vous n'allez pas à Gaza. C'est trop dangereux. Non, ce sont des gens que nous refusons de fréquenter et de coopérer avec eux.
Donc les difficultés sont venues de l'Europe et de la France. Je vous propose qu'on entende un deuxième extrait du discours de Lagrange en 1920, qui va nous permettre d'arriver lentement vers la fin de cette émission où on fera un bilan. Donc on écoute Marie-Joseph Lagrange, c'est son discours inaugural de la Société orientale de Palestine. Car vous le savez, messieurs, et tous, Palestiniens d'origine ou d'adoption, nous en sommes fiers. Cette contrée déshéritée, avec ses collines arides du haut desquelles Jérusalem regarde vers le désert et vers la mer, ce pays aux dimensions étroites, mais si grand dans l'histoire, surtout religieuse, est au confluent des grandes civilisations antiques et bien des races humaines, nourries sur ce sol, s'y sont endormies du sommeil de la terre. Il en est d'elle comme de ces couches de sédiments qui se forment au fond des mers, et qui révèle aux géologues la flore et la faune disparues des temps écoulés. Mais s'il arrive dans ce domaine paisible de la nature que des couches plus basses se soulèvent tout à coup et remontent à la surface, que penser de ces stratifications humaines, toujours vivantes dans leurs descendants? Aussi, avouons-le, Jérusalem et la Palestine ont dans le monde entier la réputation d'un sol remué par l'ardeur des passions nationales et religieuses. Et plus il appelle le concours des spécialistes les plus divers, plus il semble fait pour provoquer la mésintelligence et la discorde. Eh bien, c'est à nous à faire à notre pays une meilleure réputation. Plus précieux encore que l'encouragement au travail, plus utile que les leçons de l'histoire, vous donnerez l'exemple de la concorde. Ou plutôt, vous montrerez par l'histoire que la haine est stérile et destructrice, tandis que la concorde édifie, féconde, assure le bonheur de tous. Alors Jean-Baptiste Humbert, ce qui est tout à fait étonnant dans ce texte, c'est qu'il parle de Palestiniens d'origine ou d'adoption. On est en 1920, hein, on est bien avant la fondation de l'État d'Israël et bien avant la bipartition. Et puis il finit par dire « notre pays ». Est-ce que vous avez réussi à devenir oriental, finalement ? Oui, quand Lagrange dit les Palestiniens d'adoption, je crois qu'il parle de lui. Ben c'est clair, c'est clair. Il parle de lui et de l'équipe qu'il a réunie autour de lui. Donc, on voit très bien ce qu'il voulait dire. Bon, il n'était pas dupe, il ne cherchait pas à se déguiser en oriental, mais d'adoption, c'est-à-dire, pour moi, je l'entends comme il avait adopté le pays. Oui. Il avait adopté le pays, mais c'est une adoption, c'est pas une filiation. Oui. Mais est-ce que le pays l'avait adopté ? Et est-ce que finalement on devient, est-ce que vous vous sentez gazaoui, palestinien oui. ou... Non, ça c'est une illusion dont il faudrait se défaire. Hein. Si on l'avait, il faudrait s'en défaire. Les différences sont telles, les différences culturelles, qui justement sont à l'origine des perceptions, des idées. Les différences sont telles que alors on ne peut pas prétendre. Moi, pour ma part, le monde oriental, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie en Orient, mais je reste profondément européen et français. Oui. Mais je suis toujours attentif. Hein. Je suis attentif à comprendre ce pays, à l'accepter malgré les différences, à l'accepter malgré les refus qu'il m'oppose. C'est assez complexe d'avoir beaucoup d'humilité, finalement. Ça tient en une phrase. Il ne faut jamais oublier que nous sommes chez eux. Et la grande difficulté pour beaucoup, c'est d'arriver en maître et avec beaucoup d'assurance, en triomphe, et de buter, parce qu'on se trompe alors complètement et on creuse un fossé vis-à-vis des gens avec lesquels on vit. Est-ce que ça a eu du sens pour vous d'être religieux ? Est-ce que vous auriez pu faire la même carrière et vous auriez fait les mêmes choix en étant laïque, tout simplement ? Est-ce que être dominicain, ça a été important ?
C'est une question qui me surprend beaucoup parce que je ne peux pas répondre. Oui. Hein, je ne peux pas répondre, c'est-à-dire, j'ai été archéologue en Terre Sainte, comme dominicain, oui, professionnellement, mais humainement. Humainement, j'ai fait l'archéologie comme je pouvais la faire avec ce que je suis. Bon, si j'avais pas été dominicain, si j'avais été archéologue, peut-être que j'aurais fait l'archéologie au Mexique ou au Cambodge, qui m'aurait beaucoup plu. Mais moi, je crois que j'aurais abordé les populations, abordé les contacts avec le pays d'accueil avec la même humilité. Est-ce qu'à un moment où vous avez eu peur de vous dire ce que je vais découvrir ou ce que je découvre peut mettre en péril ou ma foi ou la foi des autres? C'est la question qu'on pose toujours, je suis désolé, mais elle est importante, je crois, pour les téléspectateurs. Ah oui, c'est dans ce sens-là que vous disiez dominicain. Oui. Est-ce que mais vous avez bien répondu, parce que ma facette religieuse a influencé. Il est évident que si je fais de l'archéologie, je reste dominicain, donc attentif et même animé par la facette religieuse de l'individu. Est-ce que j'ai été inquiet? Est-ce que ça fait perdre la foi, l'archéologie? Non. Je dois dire que c'est très différent comme approche. C'est-à-dire, j'ai découvert avec enthousiasme les difficultés, qu'il y avait de rejoindre l'histoire, la Bible et l'archéologie. C'est difficile. Mais j'ai trouvé ça passionnant, et non pas comme une limite. Mais j'ai été imprudent. Quand j'étais beaucoup plus jeune, des groupes m'ont demandé, m'ont posé des questions, comme vous faites là. Bon, alors j'ai répondu avec mon enthousiasme de néophyte. Oui. Et par 2 fois, dans le fond de la salle, les gens pleuraient en disant « vous avez tout détruit oui. ». Là, alors j'ai appris qu'il faut faire attention. Même si on croit posséder la vérité, on ne peut pas l'offrir d'une manière imprudente. Parce que ça détruit quoi? Finalement, vous avez tout détruit. Qu'est-ce que vous auriez détruit? Et c'est comme je dis toujours, je prends des exemples en disant moi. Si on m'oblige à croire que des milliards d'hommes, l'humanité a été punie de mort parce qu'une bonne femme un jour a bouffé une pomme, oui. Alors je défroque tout de suite. Oui, je crois que... Alors bon, tout le monde est à peu près d'accord. Oui. Mais alors les gens me disent, mais alors si ce n'est pas cela, qu'est-ce qu'il y a dessous? Je comprends. Quel est le vrai ressort? Alors je leur dis, mais ce n'est pas un événement, c'est une théologie. Oui. Alors les gens disent, oui, mais nous on ne fait pas de théologie, donc on ne comprend pas, on ne sait pas. Donc là c'est difficile parce qu'il faut leur dire que la Bible, à l'image du temps où elle a été écrite, les gens ont utilisé le langage normal, même s'il était plus ou moins théologique. Mais ils ont utilisé les langages de leur époque pour s'exprimer, les valeurs les plus hautes qui sont contenues dans la Bible. Mais avec un langage, évidemment, qui, pour nous, c'est un langage qui a 3000 ans, ou 2500 ans, ou 2000 ans. D'où l'importance de l'interpréter. Donc, oui, alors, je vois, il faut encourager les gens à accepter l'interprétation. Oui. Par exemple, aussi, j'ai fait des discours imprudents sur l'Exode. J'ai dit, excusez-moi, mais les 2 parois de liquide de la mer Rouge, c'est un langage. Alors, mais je dis, mais ce qui est beaucoup plus important que les parois liquides dans la mer Rouge, c'est cette vocation au sens d'appel à la liberté du peuple, à la libération du peuple de l'esclavage, etc. C'est ça qui est derrière. C'est beaucoup plus important que les parois liquides de la mer Rouge. On arrive à la toute fin de l'émission. C'est une question peut-être un peu difficile, mais tout ce travail, ces difficultés que vous n'avez pas cachées au cours de l'émission, ça, pour vous, ça a servi à quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Mais j'ai fait ça, d'une part, parce qu'on me l'a demandé. C'était votre boulot. Alors, oui, on m'a demandé de le faire, mais je me suis enthousiasmé à le faire.
On ne peut pas nier, j'accepte. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, je lis la Bible autrement. Et je veux essayer de convaincre. Ce bénéfice que j'ai acquis, ce bénéfice qu'on m'a offert, je veux le distribuer, je veux l'offrir. Ouais. Je veux, à chaque fois que je parle, chaque fois que je fais un sermon, eh bien, j'essaie de dire, voilà ce qu'il y a derrière le texte. Et de dire que, attention, l'arrière du texte doit être atteint parce qu'il est plus important que la seule formulation du texte. Oui, absolument. Hein, il faut essayer de casser l'écorce et de rentrer dans le plein du bois. Et l'archéologie, ça sert donc, à ça. Alors, pour terminer, si vous voulez, moi, j'ai en tête l'ultime discours que je veux tenir, tout tient dans le mystère de l'incarnation, qui pour moi est aussi important que la résurrection, parce qu'il n'y a pas de résurrection sans incarnation. Bon, alors, vous parlez comme Saint Paul, tout va bien. Oui. Donc, il faut assumer avec bonheur le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que le message divin, le divin, Dieu, devient homme. Donc il faut accepter que tous nos textes sont des textes humains. Comme je dis, je répète toujours, Dieu parle, mais c'est les hommes qui écrivent. Donc il faut assumer cet aspect humain, l'assumer non pas comme une limite, mais dans l'enthousiasme. Nous avons reçu le don, l'autorisation et le bonheur d'interpréter, de comprendre. Mais encore faut-il faire l'effort de comprendre. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Imbert. Merci beaucoup de ces réflexions. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Jean-Baptiste Imbert.